Voilà, alors on va reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. Alors on avait commencé à regarder les transferts d'énergie et ce qui allait nous mener à la loi de Joule. Alors je vous rappelle qu'on avait un générateur relié à une boîte noire, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas du tout au contenu de la boîte noire et on regarde juste ce qui arrive aux porteurs de charge qui vont traverser cette boîte noire. Alors, je vous rappelle ce que c'est que les porteurs de charge. On a vu que les particules qui se déplaçaient pour assurer le passage du courant, c'était en réalité des électrons, mais que tout se passe comme si c'était des charges positives qui se déplacent dans le sens conventionnel du courant. Donc, on va considérer que les porteurs de charge sont des charges positives, c'est-à-dire des absences d'électrons qui vont se déplacer en sens inverse du déplacement des électrons, donc dans le sens conventionnel du courant. Alors, une petite minute, je vais changer de document parce que j'avais apporté des modifications que j'ai oublié d'enregistrer. Euh, une seconde, hein. Alors, on en était donc à notre circuit dans lequel on a un générateur qui délivre un courant I et qui va alimenter cette boîte noire. Donc, je disais que les porteurs de charge qui assurent le passage du courant, c'était des charges positives. Et on avait vu que les charges positives qui traversaient la boîte noire, eh bien, perdaient de l'énergie potentielle en traversant la boîte noire. Et ce qui nous intéressait ici, c'était que devient cette énergie, donc cette énergie qui est transmise au contenu de la boîte noire. Alors on avait vu que cette énergie, eh bien, c'était euh, l'énergie perdue par les charges positives qui traversent la boîte noire. Donc l'énergie qui est perdue par les charges, c'est de l'énergie potentielle. Donc toute cette énergie que les charges positives perdent en traversant la boîte, eh bien, en contrepartie, est gagnée par le contenu de la boîte. Donc, on avait trouvé que cette énergie transmise à la boîte que j'ai appelée dW, eh bien, c'est VA moins VB dQ. Et comme I est égal à dQ sur dt, eh bien, j'ai écrit que cette énergie transmise à la boîte, c'est le produit VA moins VB I dt. D'accord? I dt étant la charge dQ qui, est, qui traverse la boîte à chaque instant. Alors, en termes de puissance, eh bien, sachant que la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps, eh bien, si j'écris dW divisé par dt, il me reste VA moins VBI. Donc, la puissance reçue par la boîte noire, c'est VA moins VBI. Alors, on s'était arrêté là la dernière fois. Maintenant, on va voir de quelle façon est-ce que cette énergie est transmise à la boîte. Alors, tout dépend du contenu de la boîte. Si la boîte contient un moteur, eh bien cette énergie, elle va apparaître en partie sous forme d'énergie mécanique. Alors pourquoi je dis en partie? Eh bien c'est parce que il y a une autre partie qui va être perdue sous forme de chaleur. Vous avez tous déjà
fait cette expérience quand vous faites fonctionner un moteur, je sais pas, le mixeur, le moulin à café, la moulinette dans votre cuisine. Eh bien, une fois que vous avez fini de l'utiliser, que vous touchez votre appareil, vous vous rendez compte qu'il est chaud. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une partie de l'énergie qui a été perdue sous forme de chaleur et il n'y a qu'une partie, alors plus ou moins grande, suivant ce qu'on appelle le rendement, on verra tout à l'heure ce que c'est que le rendement d'un moteur, eh bien, il y a une partie qui va être transformée en énergie mécanique et le reste qui va être perdu sous forme de chaleur. Alors, si la boîte contient un accumulateur, alors qu'est-ce que c'est qu'un accumulateur? Eh bien, c'est une pile rechargeable. Si la boîte contient un accumulateur, eh bien, cette énergie, elle apparaît en partie sous forme d'énergie chimique qui va être stockée dans la batterie et une autre partie qui va être perdue en chaleur. Vous avez certainement déjà constaté que quand vous chargez une pile rechargeable, eh bien, vous vous rendez compte que si vous la touchez, qu'elle chauffe pendant qu'elle est en charge. Alors, dernière possibilité de contenu de cette boîte noire, si vous avez une résistance à l'intérieur de la boîte noire, eh bien, l'énergie, elle apparaît en totalité sous forme de chaleur. Alors, ici, ben, on sait écrire la différence de potentiel VA moins VB quand il s'agit d'une résistance. Eh bien, la loi d'Ohm nous dit que VA moins VB, c'est RI, R étant la valeur de la résistance. Eh bien, ça nous donne comme expression de la puissance reçue par la boîte, si je remplace ici VA moins VB par RI, eh bien, je vais avoir la puissance reçue par la résistance qui est RI carré. Et comme VA moins VB est égal à RI, je peux aussi écrire que c'est VA moins VB au carré sur R. Alors, c'est une forme, c'est en termes de puissance, une autre forme de la loi de Joule que vous avez vue au lycée. Alors, en termes d'énergie, eh bien, si j'écris que la puissance, je reviens ici, si j'écris que la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps, donc dW, c'est P multiplié par dt, sachant que P, c'est RI carré, eh bien, dW, c'est RI carré dt. Alors, c'est ça qu'on appelle la loi de Joule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce dW? C'est une petite quantité d'énergie qui est dissipée sous forme de chaleur dans une résistance R traversée par un courant I pendant un petit intervalle de temps dt. Voilà ce que c'est que chacun des termes de cette loi de Joule. Voilà. Donc, on a fini le chapitre 3. On va passer au réseau. Et je vais changer de document. Voilà. Alors, les réseaux. On va commencer par définir ce que c'est que la force électromotrice. Alors, les piles et les générateurs sont des dispositifs capables de maintenir une certaine différence de potentiel entre deux points. Alors, on dit que ces appareils sont le siège d'une force électromotrice et on va définir maintenant ce que c'est qu'une force électromotrice qui est non pas une force comme ce qu'on a vu en mécanique, mais plutôt une différence de potentiel. Alors, on va reprendre le schéma qu'on vient juste de voir à la fin du chapitre 3. Alors, notre générateur relié à une boîte noire. Alors, le courant qui sort de la borne plus du générateur pour revenir par la borne moins. Et ce courant est constitué de porteurs de charge positives qui vont sortir donc par la borne plus et entrer par la borne moins. Alors, cette fois-ci, eh ben, alors la dernière fois, c'est ce qu'on a revu tout à l'heure, on a vu que les charges positives qui traversent la boîte noire perdent de l'énergie potentielle. Et bien maintenant, on va s'intéresser à ce qui leur arrive
quand elle traverse le générateur de sa borne moins à sa borne plus. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver? Eh bien, elles vont aller d'un potentiel VA à un potentiel VB, d'accord? Puisque le point A est relié à la borne plus du générateur. C'est-à-dire que le rôle du générateur ici, ça va être d'amener des charges d'un potentiel bas à un potentiel élevé. D'accord? Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe, on va regarder une analogie gravitationnelle. Alors, vous avez un circuit dans lequel vous avez des boules qui descendent le long d'un plan légèrement incliné, qui vont tomber dans un tube rempli de liquide, qui vont ressortir. Et il y a une personne ici qui va prendre les boules au fur et à mesure qu'elles arrivent et les remettre sur le plan du haut. Alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive à chacune de ces boules? Eh bien, alors l'analogie qu'on va faire, c'est que chaque boule va représenter, va être analogue à une charge positive dans mon circuit. Le tube, eh bien, va jouer le rôle de la boîte noire dans laquelle les boules perdent de l'énergie potentielle de gravitation, exactement comme les charges positives qui perdent de l'énergie potentielle électrique en traversant la boîte noire. La personne, eh bien, va symboliser le générateur qui va prendre les boules et les faire remonter donc d'une énergie potentielle nulle à une énergie potentielle MGH quand il les place sur le plan du haut. D'accord? Donc, le rôle, euh, le rôle du générateur ici est joué par la personne, le rôle de la boîte noire est joué par le tube, et les boules, eh bien, vont être analogues à nos charges positives qui traversent notre circuit, donc qui perdent de l'énergie dans la boîte noire, qui vont en regagner en traversant le générateur et qui vont continuer comme ça à faire le tour du circuit. Voilà. Alors, si on revient maintenant à notre système électrique, eh bien, chaque charge en traversant le générateur gagne donc de l'énergie potentielle, c'est-à-dire que euh, son énergie, sa variation d'énergie potentielle, eh bien, ça va être, alors je vais écrire sa variation d'énergie potentielle ici, donc DEP, ça sera son énergie potentielle finale moins son énergie potentielle initiale, d'accord? Son énergie potentielle, bon, bon j'ai perdu mon pointeur. Voilà, bon, tant pis, je vais écrire là. Donc, la variation d'énergie potentielle d'une charge dQ, eh bien, ça sera son énergie potentielle finale moins son énergie potentielle initiale. Son énergie potentielle finale, eh bien, c'est quand elle sort par la borne plus, donc c'est dQ VA. Et son énergie potentielle initiale, c'est quand elle est entrée dans le générateur par la borne moins, c'est-à-dire au potentiel VB. Donc, je vais avoir dQ VB, c'est-à-dire que la variation d'énergie potentielle
de cette charge dQ positive qui traverse le générateur de la borne moins à la borne plus, eh bien, ça sera dQ VA moins VB. Eh bien, on va définir l'énergie potentielle d'une charge unité, c'est-à-dire une charge qui vaudrait 1. Donc, je cherche l'énergie potentielle par unité de charge qui va être gagnée par les charges quand elles traversent le générateur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice. Donc, c'est l'énergie que fournit le générateur à une charge unité, c'est-à-dire que ce sera le rapport DEP sur DQ, d'accord? Alors, ça va s'exprimer, la variation d'énergie potentielle, c'est en joules, la charge, c'est en coulomb, donc le résultat sera en joules par coulomb, et les joules par coulomb, eh bien, c'est des volts. Donc, la force électromotrice du générateur, eh bien, ça sera une tension. Ça a la dimension d'une tension. Alors, on va voir maintenant les transformations d'énergie dans le circuit. Alors, on va se rappeler des observations qu'on peut faire et puis essayer de leur trouver une explication. Alors, les observations qu'on peut faire, la première, c'est que quand vous branchez un générateur dans un circuit, il chauffe. D'accord? Quand vous, si vous essayez de toucher la batterie d'une voiture qui est en marche, qui alimente les circuits électriques de la voiture, qui alimente les feux, etc. Si vous touchez la batterie, vous vous rendez compte qu'elle chauffe. Et deuxième observation, si on mesure la différence de potentiel, alors je vous rappelle qu'on se sert d'un voltmètre pour mesurer une différence de potentiel. Donc, si on branche un voltmètre aux bornes d'une batterie qui est déconnectée du circuit, eh bien, on trouve une certaine différence de potentiel. Et si la batterie alimente un circuit, la même batterie qui est branchée sur un circuit, si on remesure la différence de potentiel à ces bornes, eh bien on trouve une autre différence de potentiel plus faible que celle qu'on avait trouvée quand la batterie était déconnectée. Alors, on appelle cette différence de potentiel quand la batterie est déconnectée la différence de potentiel à vide, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis quelque chose en charge aux bornes de la batterie. Alors, quand la batterie est déconnectée, eh bien, il n'y a pas de courant qui circule dans les fils de connexion, donc j'ai un courant nul. Quand le courant est nul, ce que je mesure ici entre la borne plus et la borne moins, c'est la différence de potentiel à vide. Par contre, si je branche un circuit, ça peut être une boîte noire, d'accord, avec des éléments à l'intérieur de cette boîte noire. Donc, à partir du moment où le circuit est fermé, vous avez un courant qui va sortir par la borne plus et revenir par la borne moins. Maintenant, si vous remesurez la différence de potentiel entre les deux points A et B, les mêmes points A et B, mais avec quelque chose de branché entre les points A et B et un courant qui circule, eh bien, la différence de potentiel, qu'on appelle différence de potentiel en charge, eh bien, cette différence de potentiel va être plus petite que celle qu'on avait trouvée à vide. Alors ça, qu'est-ce que ça a comme explication? Eh bien, l'explication, c'est que le générateur a une résistance interne. Et la représentation d'un générateur, eh bien, jusqu'à maintenant, on a représenté le générateur comme étant on l'a représenté par deux barres, la plus longue qui représentait la borne plus et la plus courte qui représentait la borne moins. Eh bien, à partir de maintenant, le générateur sera représenté par cette force électromotrice, d'accord, qui va être les deux bornes du générateur en série avec une résistance qu'on appelle la résistance interne du générateur. Voilà, donc au- le générateur réel va être représenté de cette façon. Une force électromotrice en série avec une résistance interne.
Alors maintenant, si on branche un circuit, alors symbolisé ici par notre boîte noire dont on parle depuis la dernière fois, eh bien, à partir du moment où on branche un circuit, un courant électrique va circuler dans les fils de connexion. Alors, on va s'intéresser maintenant aux échanges d'énergie qu'il va y avoir dans ce circuit. Alors, l'énergie, eh bien, elle sera fournie par le générateur et elle sera reçue dans le circuit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme terme dans cette équation d'échange d'énergie? Eh bien, l'énergie fournie par le générateur a une charge dQ positive qui contribue au passage du courant. Eh bien, on a vu depuis tout à l'heure que c'est E dQ, c'est-à-dire l'énergie fournie à une charge unité ou l'énergie fournie par unité de charge par le générateur, donc multipliée par la charge pour savoir quelle est l'énergie que va gagner une charge dQ qui traverse le générateur. Donc, cette énergie fournie par le générateur à une charge dQ, eh bien, c'est E dQ, sachant que le courant, c'est le rapport dQ sur dt, eh bien, dQ, ça sera I dt, et l'énergie fournie par le générateur quand il est traversé par un courant I pendant un intervalle de temps dt, eh bien, ça sera EI dt. Alors, si on écrit ça en termes de puissance, eh bien, la puissance fournie par le générateur, alors la puissance, je vous rappelle que c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Donc, si vous faites le rapport DEP sur dt, eh bien, vous trouvez une puissance qui est égale au produit EI. E étant la force électromotrice du générateur. Alors, on va écrire maintenant le bilan d'énergie, déjà en, en termes de partie de cette énergie, et après on mettra ça en équation. Alors, qu'est-ce qu'on a comme forme d'énergie dans ce circuit? Eh bien, on a de l'énergie électrique qui est fournie par le générateur. Il y a l'énergie qui est perdue à l'intérieur de ce générateur parce que je vous rappelle qu'un générateur a une résistance interne et à chaque fois que vous avez une résistance dans un circuit, vous avez de l'énergie qui est perdue sous forme de chaleur dans cette résistance. Donc, l'énergie qui est fournie par le générateur, elle va être en partie perdue sous forme de chaleur dans le générateur et tout le reste sera transformé en une autre forme d'énergie dans le circuit extérieur qui est symbolisé ici par la boîte noire. Donc, je répète, l'énergie fournie par le générateur, elle est en partie transformée en une autre forme d'énergie dans le circuit extérieur et en partie dissipée sous forme de chaleur à l'intérieur même du générateur. D'accord? Donc, on a séparé ce qui se passe à l'extérieur du générateur et ce qui se passe à l'intérieur du générateur. Alors, en termes de puissance, bon, on sait écrire chacun de ces termes, hein. On sait que un générateur de force électromotrice E traversé par un courant I fournit l'énergie EI. Donc, j'écris que l'énergie fournie par le générateur, donc la puissance fournie par le générateur, c'est EI. L'énergie reçue par le circuit extérieur, si le circuit extérieur est entre deux points A et B, eh bien, il reçoit, c'est ce qu'on a vu à la fin du chapitre 3, la puissance qui est reçue par le circuit extérieur, c'est le produit VA moins VBI. Donc, voici cette puissance reçue par le circuit extérieur. Et la puissance dissipée par effet Joule à l'intérieur du générateur, puisque sa résistance interne, c'est petit r, qu'il est traversé par le courant I, eh bien, ça sera RI carré. Alors, j'ai donc EI égale VA moins VBI
plus R I carré. Ça, c'est le bilan d'énergie en termes de puissance. Maintenant, je peux l'écrire aussi en termes de potentiel. Si on regarde bien notre équation, on a I qui apparaît dans tous les termes. Donc, si je simplifie par I, eh bien, j'obtiens E égale VA moins VB plus RI. D'accord? Donc, j'obtiens cette équation. Ce qui me permet d'écrire la différence de potentiel aux bornes du générateur, qui est VA moins VB. Si je fais passer ce terme-là à gauche, eh bien, je vais avoir VA moins VB égale à E moins RI. C'est l'expression que vous avez apprise au lycée, que vous avez utilisée. Donc, un générateur de force électromotrice E, de résistance interne petit r, traversé par un courant I, délivre une différence de potentiel VA moins VB égale à E moins R. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est la différence de potentiel qu'on récupère aux bornes du générateur quand quand il alimente un circuit extérieur. Alors, on peut... alors, évidemment, dans cette équation, ce bilan d'énergie, si on peut écrire la différence de potentiel VA moins VB, eh ben on sait écrire correctement ce bilan d'énergie. C'est-à-dire que ça, c'est une équation qui est générale, qui sera valable quel que soit le contenu de la boîte noire. Maintenant, si vous connaissez le contenu de la boîte noire, eh bien, votre équation sera encore plus précise. Alors, par exemple, si vous avez une résistance à l'intérieur de la boîte noire, c'est-à-dire que votre différence de potentiel VA moins VB, c'est RI, eh bien, on va avoir, puisque VA moins VB est égal à E moins RI, à la place de VA moins VB, je vais mettre RI. Donc, RI égale à E moins petit RI. Alors, ça, R, c'est la résistance qu'il y a aux bornes des points A et B, c'est-à-dire mon circuit extérieur. Mon circuit extérieur ici est une résistance grand R et le petit r est toujours la résistance interne du générateur. Ce qui fait que si je regroupe les termes où il y a le courant, si je fais passer ce terme-là à gauche, eh bien je vais avoir grand R plus petit r I égale à E, c'est-à-dire que je peux écrire le courant en fonction de E, grand R et petit r. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est le cas le plus simple si à l'intérieur de la boîte noire, j'ai une résistance grand R ou un ensemble de résistances dont la résistance équivalente est grand R. Alors, je vous avais parlé un petit peu de rendement tout à l'heure. Je vous avais dit qu'on en reparlerait. Alors, qu'est-ce que c'est que le rendement d'un générateur? C'est le rapport de la puissance utilisable par le circuit extérieur sur la puissance fournie par le générateur. Alors, la puissance utilisable par le circuit extérieur, je vous rappelle que le circuit extérieur, ce qu'il reçoit, c'est comme puissance, c'est le produit VA-VB multiplié par I. Et ce que le générateur fournit en réalité, c'est le produit EI. Donc, le rapport de cette puissance utilisable par le circuit extérieur à la puissance fournie par le générateur, eh bien, ça sera VA-VBI sur EI, c'est-à-dire en simplifiant l'intensité, j'ai mon rendement, alors ça s'écrit avec la lettre grecque eta, donc VA-VB sur E. Alors, on a déjà vu, regardez bien notre équation, VA moins VB, c'est E moins ce terme-là, c'est-à-dire que VA moins VB est toujours plus petit que E, d'accord? À condition qu'il y ait un courant. Hein. S'il n'y a pas de courant, VA moins VB, ce que vous mesurez, c'est la différence de potentiel
c'est la force électromotrice du générateur. Mais quand vous avez le générateur qui alimente un circuit, eh bien VA moins VB est toujours plus petit que E. Eh bien, ça signifie que le rendement d'un générateur est toujours inférieur à 1. Il est impossible de trouver un rendement de générateur supérieur à 1. Il ne peut pas euh, donner l'énergie utilisable aux bornes d'un générateur ne peut pas être plus grande que ce que le générateur fournit en réalité. D'accord? Donc, il fournit EI, il y a une partie qui est perdue en chaleur et une partie qui est récupérée par le circuit extérieur. Eh bien, cette partie récupérée par le circuit extérieur est toujours plus petite que ce qu'il a fourni. Donc, le rapport VA moins VBI sur EI est toujours inférieur à 1. Alors, évidemment, un générateur idéal qui aurait un rendement 1, eh bien, serait un générateur sans résistance interne et ça, c'est impossible, hein, ça n'existe pas. Donc, voilà pour pour le générateur et le rendement d'un générateur. Alors, on va passer maintenant à la force. Bon, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir beaucoup de définitions, mais de choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vues au lycée. Donc, on va parler maintenant de force contre-électromotrice. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un récepteur? Alors, la force contre-électromotrice, ça sera la force contre-électromotrice d'un récepteur. Donc, avant de parler de force contre-électromotrice, on va parler de récepteur. Alors, un récepteur, c'est quoi? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un dispositif qui reçoit de l'énergie. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce récepteur? Eh bien, il va transformer l'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie. Alors, cette autre forme d'énergie, ça peut être de l'énergie mécanique, si le récepteur est un moteur. Ça peut être de l'énergie chimique, si le récepteur est une batterie, donc une pile rechargeable. Donc, il va recevoir de l'énergie électrique et la transformer en une autre forme d'énergie. Alors, cette transformation se fait toujours avec une perte d'énergie sous forme de chaleur dans le récepteur. Donc, quand vous faites tourner votre moulin à café, ben, vous vous rendez compte qu'il a chauffé. Ben, ça veut dire qu'il y a une partie de l'énergie qui a été perdue sous forme de chaleur. Et pareil, quand vous chargez une pile rechargeable, eh bien, elle chauffe. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'énergie que vous lui avez donnée pour se charger qui a été perdue en chaleur. Alors ça signifie qu'un récepteur aussi a une résistance interne. Alors, on va l'appeler R' pour ne pas confondre avec la résistance interne du générateur. Et on va écrire le bilan d'énergie pour un récepteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie reçue par le générateur qui va être partagée en quelque sorte en deux parties. Une partie qui va être utilisable sous une forme autre que la chaleur, donc de l'énergie mécanique, de l'énergie chimique, et une partie qui est perdue sous forme de chaleur à l'intérieur du récepteur. Alors, on va écrire ça comme on l'a fait tout à l'heure en termes de puissance, comme on l'a fait pour le générateur. Alors, en termes de puissance, eh bien, on a dit que l'énergie reçue par le récepteur, eh bien, le récepteur est entre les deux points A et B, c'est le contenu de la boîte noire. Donc, ce qu'il reçoit, c'est VA moins VBI, égale à la puissance utilisable sous une autre forme, une forme autre que la chaleur. Ben, je l'appelle P' pour le moment, on va préciser tout à l'heure. Et une partie de l'énergie qui est perdue en chaleur dans le récepteur. Donc, dans le récepteur, l'énergie, elle est perdue dans la résistance interne du récepteur, c'est-à-dire que c'est le produit
R' I carré. Alors maintenant, on va écrire cette puissance utilisable sous une forme autre que la chaleur. Eh bien, c'est le produit EI, alors petit EI, et ce petit e, c'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice du récepteur. C'est-à-dire que mon bilan en termes de puissance que j'ai écrit ici, il devient VA moins VBI, ça c'est la puissance reçue, égale à EI, c'est la puissance transformée en une forme d'énergie autre que la chaleur, plus la puissance perdue en chaleur dans le récepteur. Alors, en termes de potentiel, vous constatez qu'il y a le I qui apparaît dans tous les termes. Donc, en termes de potentiel, j'ai VA moins VB égale à petit e plus R'I. Alors, ça m'amène à une représentation du récepteur qui va être la suivante. Alors, je symbolise la force contre-électromotrice par un rond avec le petit e dedans, le petit e étant la force contre-électromotrice du récepteur, et ça sera en série avec, avec la résistance interne du récepteur. Ce qui fait que si j'ai un courant ici, alors ça suppose que j'ai mis un générateur ici de l'autre côté entre les deux points A et B. Si j'ai un courant qui traverse le récepteur, eh bien j'aurai VA moins VB égale à E plus R'I. Alors, on va définir maintenant le rendement du récepteur. Alors, le rendement du récepteur, c'est ce qu'on appelle la puissance utile divisée par la puissance reçue par le récepteur. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance utile? Eh bien, c'est la puissance utilisable sous une forme autre que la chaleur. Donc, ça sera ce terme-là, d'accord? Puisqu'on a dit que le P', c'est la puissance utilisable sous une forme autre que la chaleur, donc c'est le terme EI, divisé par la puissance reçue par le récepteur. La puissance reçue par le récepteur, c'est le produit VA moins VBI. Donc le rendement, ça sera petit e I sur VA moins VBI, c'est-à-dire petit e sur VA moins VB. Alors là aussi, eh bien, ce rendement est toujours inférieur à 1, d'accord? Un récepteur, il ne peut pas utiliser plus de puissance que ce qu'il a reçu, d'accord? Donc, le récepteur idéal, alors ça n'existe pas, mais on peut imaginer un récepteur idéal qui aurait un rendement 1, eh bien, ce serait un récepteur sans résistance interne, qui transformerait toute l'énergie électrique reçue en une forme d'énergie utile, donc sans perte en chaleur. Alors, je vous dis tout de suite, ça n'existe pas, hein. Un récepteur idéal, ça reste complètement théorique. Voilà donc pour le récepteur et la force contre-électromotrice. Alors, on passe maintenant à l'application de la loi d'Ohm à une portion de circuit. Maintenant qu'on a vu ces différents dispositifs, on a vu ce que c'était qu'un générateur. Donc, un générateur, c'est lui qui va fournir l'énergie dans le circuit. On a vu ce que c'était qu'un récepteur. Donc, un récepteur, c'est un dispositif qui reçoit de l'énergie et qui va pouvoir la transformer en autre chose que de la chaleur. Et il y a les résistances. Alors, ça peut être les résistances extérieures, ça peut être la résistance du récepteur, ça peut être la résistance du générateur. Tout ça, eh bien, c'est les résistances du circuit qui vont, elles, dissiper de l'énergie, c'est-à-dire que c'est de l'énergie qui est toujours perdue sous forme de chaleur. Alors maintenant qu'on a vu qu'il existait des générateurs, des récepteurs, des résistances,
eh bien, on va pouvoir écrire la loi d'Ohm, c'est-à-dire la différence de potentiel entre deux points A et B dans un élément qui est traversé, aux bornes d'un élément qui est traversé par un courant I, eh bien, je vais voir comment écrire cette différence de potentiel VA moins VB. Alors, on va commencer par le générateur réversible. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai juste parlé de générateur sans vous dire si c'est un générateur réversible ou non. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un générateur réversible? C'est un générateur qui peut se comporter soit en générateur, soit en récepteur. Alors, l'exemple dont on a parlé depuis tout à l'heure, l'exemple de générateur réversible, c'est quoi? Eh bien, c'est la pile rechargeable. D'accord? La pile rechargeable, elle se comporte en récepteur quand vous êtes en train de la charger. Elle reçoit de l'énergie. Mais dès que vous avez fini de la charger et que vous l'utilisez dans un circuit, eh bien, elle va fournir de l'énergie. Donc, elle devient générateur. D'accord? Un générateur génère de l'énergie et un récepteur reçoit de l'énergie. Donc, vous voyez bien que la batterie de votre téléphone, par exemple, eh bien, elle fonctionne en générateur toute la journée. Et le soir, quand vous mettez votre téléphone à charger, eh bien, la batterie va se comporter en récepteur. Elle va recevoir de l'énergie électrique qu'elle va stocker sous forme d'énergie chimique pour pouvoir après vous la restituer et pour faire fonctionner les composants de votre téléphone. Donc, le générateur réversible peut se comporter soit en générateur, soit en récepteur. Alors, il va se comporter en générateur s'il est traversé par le courant du moins au plus, d'accord? Et il va se comporter en récepteur quand il est traversé par le courant du plus au moins, d'accord? Je vous rappelle que dans la fameuse boîte noire, le courant entre par le point A et sort par le point B. Donc, si vous mettez une pile rechargeable, donc un générateur qui peut se comporter en récepteur, quand il est traversé par le courant du plus au moins, eh bien, il se comporte en récepteur. Par contre, quand il fournit de l'énergie, il permet aux charges de gagner de l'énergie potentielle quand elles le traversent. Alors, ça donc, c'est le fonctionnement en générateur et ça, c'est le fonctionnement en récepteur. Il s'agit du même générateur, mais suivant le sens du courant, il sera générateur s'il est traversé du moins au plus, donc s'il fait gagner de l'énergie potentielle et charge, et il sera récepteur s'il est traversé du plus au moins, les charges, quand elles vont le traverser, vont perdre de l'énergie. Alors, comment est-ce qu'on écrit cette différence de potentiel VA moins VB? Eh bien, la différence de potentiel VA moins VB, qu'est-ce que c'est en réalité? Eh bien, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, c'est quelque chose qui est positif. VA moins VB est égal à E, la force électromotrice du générateur. Eh bien, si le courant que le courant soit dans ce sens ou dans celui-là. Le point A est relié à la borne plus, le point B est relié à la borne moins. Donc, VA moins VB est une quantité positive dans les deux cas. Eh bien, dans les deux cas, VA moins VB, c'est plus E. Par contre, si je voulais écrire VB moins VA, eh bien, le point B serait relié à la borne moins du générateur. Le point A étant relié à la borne plus du générateur, si vous faites VB moins VA, eh bien vous avez la différence entre un potentiel VB et un potentiel VA qui est plus grand. Si vous faites VB moins VA avec VB plus petit que VA, eh bien forcément vous obtenez VB moins VA négatif. Donc ici, faites bien attention à ça. Quand vous faites la différence de potentiel entre la borne plus et la borne moins du générateur, quel que soit le sens du courant, qu'il fonctionne en générateur ou en récepteur,
VA moins VB, c'est E. D'accord? Il faut bien regarder juste, est-ce que le point A est relié à la borne plus du générateur et le point B à la borne moins? Eh bien, VA moins VB, c'est plus E. C'est la différence entre un potentiel VA et un potentiel VB qui est plus petit que VA. Alors maintenant, entre les deux points A et B, vous avez une résistance R. Alors, on a vu, grâce à la loi d'Ohm, que si le courant entre par le point A et sort par le point B, VA moins VB, c'est RI. Par contre, si le courant passe dans l'autre sens, eh bien, VA moins VB, ça sera moins RI. Pourquoi? Parce que la loi d'Ohm, elle a été définie de manière à ce que le courant entre par le point A et sort par le point B. C'est-à-dire quand vous écrivez VA moins VB, le courant, vous voyez bien dans quel sens il passe, il entre par A, il sort par B. Donc ici, quand vous définissez si le courant passe dans ce sens, eh bien, vous devez écrire la loi d'Ohm en disant que VB moins VA, vous devez toujours commencer par le point par lequel le courant entre pour écrire la loi d'Ohm. Donc ici, j'aurai VB moins VA égale à plus RI. Mais ce que je cherche ici, ce n'est pas VB moins VA, c'est VA moins VB. Donc VA moins VB, qui est égal à moins VB moins VA, ça sera moins RI. Donc faites bien attention, si vous avez une résistance et que vous cherchez la différence de potentiel aux bornes de cette résistance, faites bien attention au sens du courant. D'accord? Donc il faut s'il entre par le point A et sort par le point B, c'est plus RI. S'il entre par le point B et qu'il sort par le point A, VA moins VB, c'est moins RI. Par contre, vous avez toujours le droit d'écrire que VB moins VA est égal à RI. Alors, on va voir maintenant la troisième possibilité, eh bien, c'est d'avoir un récepteur pur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récepteur pur? Eh bien, c'est un récepteur, contrairement au générateur réversible, c'est un récepteur qui ne peut se comporter qu'en récepteur. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne peut que recevoir de l'énergie, il ne peut pas fournir de l'énergie. Alors, un exemple de récepteur pur, ben, c'est un moteur. Un moteur, il reçoit de l'énergie électrique, il la transforme en énergie mécanique, mais il ne peut pas fournir de l'énergie au circuit. Il ne peut pas fournir de l'énergie électrique, c'est-à-dire qu'il peut pas, il n'est pas réversible, il ne peut pas à la fois euh, recevoir de l'énergie, la transformer en énergie mécanique et fournir de l'énergie au circuit s'il est traversé par le courant dans l'autre sens. Euh, ce n'est pas possible avec un récepteur pur. Alors, comment se comporte un récepteur pur? Alors, je vous ai dit que c'était symbolisé par un petit rond avec le E de la force contre-électromotrice. Alors, attention, un récepteur est toujours traversé par le courant qui va entrer par la borne plus et sortir par la borne moins. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans notre, quand on a vu je vais revenir à notre générateur, réversible, hein. Ici, ce générateur se comporte en récepteur puisqu'il est traversé par le courant de sa borne plus à sa borne moins. D'accord? Donc, le générateur est toujours traversé par le courant du moins au plus. Par contre, le récepteur est toujours traversé par le courant du plus au moins. Alors, je reviens à Ici, c'était un générateur réversible. Je vais revenir à mon récepteur pur. Eh bien, le récepteur, il ne peut être traversé par le courant que du plus au moins. Il est impossible pour un récepteur pur d'être traversé du moins au plus, c'est-à-dire que si vous inversez la polarité, si vous ne branchez pas correctement, le récepteur ne fonctionnera pas.
Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer aux bornes de ce récepteur pur? Eh bien, s'il est traversé par le courant de A à B, eh bien, ça suppose que sa borne plus est du côté du point A et que sa borne moins est du côté du point B. C'est-à-dire que je vais avoir VA moins VB, qui sera une quantité positive et qui sera égale à plus E, la force contre-électromotrice du récepteur. Par contre, si le courant passe de droite à gauche, eh bien, ça ne peut fonctionner que si la borne plus est à droite et que la borne moins est à gauche. D'accord? Donc, le récepteur pur ne peut fonctionner que si le courant le traverse de sa borne plus à sa borne moins. Donc, ça impose la polarité du récepteur. Donc, généralement, dans les exercices, soit on vous donne le sens du courant, donc vous pouvez deviner où se trouve la borne plus, où se trouve la borne moins, soit on vous donne la polarité du récepteur, et à ce moment-là, ça vous donne le sens du courant. Vous savez qu'un récepteur ne peut être traversé par le courant que du plus au moins. Voilà. Donc voilà les différentes possibilités. Alors il y en a encore une autre qu'on verra un petit peu plus tard. C'est que entre les deux points A et B, ben, je peux mettre un condensateur et on verra ça dans soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Alors, on en arrive maintenant au circuit à plusieurs mailles. Alors, les circuits à plusieurs mailles, c'est des circuits dans lesquels vous avez plusieurs ramifications. On va voir tout à l'heure ce que c'est qu'une maille. Alors, on va commencer à définir les différents termes qu'on va utiliser pour pouvoir appliquer les lois de Kirchhoff. Alors, les définitions. Donc, on définit d'abord ce que c'est qu'un nœud. Alors, un nœud, vous en avez un ici, c'est un point du circuit où aboutissent plus de deux conducteurs. C'est-à-dire que à partir de trois conducteurs, alors les conducteurs, c'est les fils qui relient les éléments de circuit entre eux. Hein. Alors là, à partir de trois conducteurs qui arrivent au même point, on peut parler de nœud. D'accord? Mais il peut y avoir plus que ça. Hein. Ça peut être 4 conducteurs, 10 conducteurs. Un nœud, c'est au minimum 3 conducteurs qui aboutissent au même point. Alors, une branche, c'est l'ensemble des éléments qui vont se trouver entre deux nœuds. Alors, vous voyez ici que j'ai deux nœuds et voici un exemple de branche. Vous avez des éléments, une succession d'éléments qui vont se trouver branchés entre deux nœuds. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maille? Une maille, c'est un contour fermé qui est constitué par une suite de branches. Alors, voici un exemple de maille. D'accord? Donc, j'ai ici dans ce schéma, j'ai 4 nœuds, j'ai 4 branches et j'ai une maille. D'accord? Alors, je n'ai pas dessiné le reste du circuit, c'est juste un zoom sur cette partie du circuit pour vous faire comprendre ce que c'est qu'une maille. Est-ce que ça va pour les définitions? Donc, le nœud, la branche et la maille. Alors, maintenant, les lois de Kirchhoff. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les lois de Kirchhoff? Eh bien, il y a 2 lois de Kirchhoff. Il y a la loi des nœuds et la loi des mailles. Alors, la loi des nœuds, elle dit quoi? La loi des nœuds, elle dit qu'il ne peut pas y avoir d'accumulation de charge en un point du circuit. Particulièrement, il ne peut pas y avoir d'accumulation de charge à un nœud. Eh bien, ça veut dire que en chaque nœud, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Alors, par exemple, j'ai repris la maille de tout à l'heure. Imaginons qu'on ait ces courants-là. J'ai numéroté de 1 à 8. Alors,
On va dire que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants à chaque nœud. Donc, j'ai le nœud 1. Eh bien, au nœud 1, qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort? J'ai I1 qui entre et j'ai I2 et I3 qui sortent. Donc, j'ai écrit que I1 égale à I2 plus I3. Au nœud B, les courants qui entrent, c'est I3 et I7. Et le courant qui sort, c'est I8. Donc, j'ai écrit que en B, I3 plus I7 égale I8. Au nœud C, les choses qui entrent, c'est I8, I5. Et ce qui sort, c'est I6. Donc, I5 plus I8 égale I6. Et au nœud D, j'ai alors le courant I2 et le courant I4 qui entrent et le courant I5 qui sort. Donc, j'ai I2 plus I4 égale I5. Ça, c'est pour la loi des nœuds. Donc, en chaque nœud, cette loi doit être respectée. Alors, la loi des mailles, eh bien, la loi des mailles, elle dit que le long d'une maille, la variation du potentiel est nulle, c'est-à-dire que si vous partez d'un point et que vous revenez au même point, eh bien, vous écrivez que le potentiel n'a pas varié. C'est-à-dire que vous écrivez la différence entre le potentiel de A et le potentiel du même point A, c'est 0, c'est-à-dire VA moins VA égale 0. Eh bien, si je fais le tour de la maille que vous avez ici, je vais écrire que VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD plus VD moins VA égale 0. Voilà ce que c'est que la loi des mailles. Alors, on verra un exemple d'application des lois de Kirchhoff tout à l'heure si on a le temps, sinon la prochaine fois. Alors, l'application des lois de Kirchhoff, eh bien, elles servent à quoi ces deux lois de Kirchhoff? Eh bien, elles servent à trouver les courants dans un circuit à plusieurs mailles. Alors, quelle est la méthode pour utiliser les lois de Kirchhoff? Première étape, on fixe arbitrairement le sens des courants. Ensuite, on applique les lois de Kirchhoff. Alors, on ne va pas les appliquer à tous les nœuds et toutes les mailles. Si on a besoin de trouver n courants, eh bien, on va appliquer les lois de Kirchhoff de sorte à obtenir n équations indépendantes. Alors, n équations à n inconnus, puisque nos inconnus ici, ce sont les n courants. Donc, il faut qu'on arrive à trouver, si par exemple vous avez besoin vous cherchez 3 courants, vous avez un circuit dans lequel il y a 3 courants différents, eh bien, vos 3 inconnus sont les courants I1, I2, I3, eh bien, vous avez besoin de 3 équations indépendantes. Alors, 3 équations qui vont s'écrire en fonction de ces 3 inconnus I1, I2, I3 pour pouvoir trouver vos courants. Et on résout le système des n équations n inconnues pour en déduire les n courants. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Alors, dans l'exemple, la loi des nœuds. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Alors, c'est Mohamed Anis qui pose la question. Dans l'exemple de la loi des nœuds, la direction des courants n'est pas nécessairement la même que celle qui est dessinée, bien sûr, puisque les courants qu'on va dessiner sont des... C'est un choix arbitraire, hein, d'accord? Donc, ce que j'ai dessiné peut être le sens réel des courants, mais ça peut aussi être un sens qui est erroné. D'accord? Alors, évidemment, dans la mesure où on fixe de manière arbitraire le sens des courants, eh bien, il faut s'attendre à ce que les courants, les sens qu'on a choisis de manière arbitraire ne soient pas les vrais sens du courant. C'est-à-dire qu'il y a des circuits
dans lesquels vous pouvez deviner très facilement le sens des courants, mais il y aura des circuits dans lesquels vous ne pouvez absolument pas deviner le sens des courants. Donc, vous êtes obligé de les fixer de manière arbitraire. Alors ensuite, eh bien, il faut, si vous trouvez un courant négatif, eh bien, il faut savoir quelle est la signification de ce signe moins. Est-ce que ça veut dire que je peux considérer que mon courant est bon et qu'il y a juste le sens qui n'est pas correct? Ou est-ce que ça veut dire que ça ne va pas du tout, il faut que je recommence tous mes calculs en changeant le sens du courant? Et on va voir ça. Alors, l'interprétation du signe des courants, si on trouve un courant négatif, eh bien, ça va dépendre, l'interprétation de ce signe moins va dépendre des éléments qu'il y a dans la branche. Alors, s'il n'y a que des générateurs réversibles et des résistances, eh bien, ça veut dire que le courant circule en réalité dans l'autre sens, mais la valeur qu'on a trouvée, c'est la bonne valeur. Par exemple, si vous trouvez que le courant I2, c'est égal à moins 3 ampères, et que dans la branche où circule le courant I2, il n'y a que des générateurs réversibles et des résistances, eh bien, vous direz que ce courant I2, il passe en réalité dans l'autre sens et que sa valeur, c'est 3 ampères. Maintenant, s'il y a des récepteurs purs, eh bien, on a vu tout à l'heure qu'un récepteur pur ne peut être traversé par le courant que de sa borne plus à sa borne moins et que ça change la différence de potentiel qu'on a définie aux bornes du récepteur suivant sa polarité. Eh bien, ici, s'il y a des récepteurs purs dans la branche où vous avez trouvé un courant négatif, vous êtes obligé de refaire tous les calculs en prenant le sens du courant en question dans l'autre sens. Alors, de quelle manière on va vérifier que c'est justifié, cette attitude à tenir au cas où vous obtenez des courants négatifs? Eh bien, on va regarder le cas où on n'a que des générateurs réversibles et des résistances, et puis le cas où on a un récepteur pur. D'accord? Donc, premier cas, c'est si on n'a que des générateurs réversibles et des résistances. Alors, on va ici faire le calcul en prenant d'abord le courant qui passe de A à B, je l'ai appelé IA. Ensuite, le courant qui passe de B à A, je l'ai appelé IB. Je calcule ces deux courants et je compare les expressions. Si je trouve la même chose et qu'il n'y a que le signe qui change, eh bien, ça voudra dire que le sens, le, le- la signification du signe moins, c'est juste que on n'a pas correctement choisi le sens, mais que la valeur du courant qu'on a trouvé, c'est la bonne valeur. Alors, on y va. On va écrire la différence de potentiel VA moins VB. Alors, la différence de potentiel VA moins VB, je vais peut-être rajouter, je vais rajouter un point C ici et un point D là. D'accord? Pour pouvoir écrire que VA moins VB, bon, alors C et D, donc VA moins VB, bon, tant pis, hein, c'est un A ici, je n'arrive pas à le corriger. C'est VA moins VC, d'accord? Plus VC moins VD, plus VD moins VB. C'est bon, tout le monde est d'accord avec ça. Je fais la somme, mon point C est ici, mon point D est là. Donc VA moins VB, c'est VA moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VB. Alors, qu'est-ce que c'est que VA moins VC?
c'est la différence entre la borne moins de ce générateur et sa borne plus. Alors, on a déjà vu ça tout à l'heure. C moins E. VC moins VD, c'est la différence de potentiel entre la borne plus du deuxième générateur et sa borne moins. Donc, c'est une quantité positive. Donc, ça sera plus E'. Et VD moins VB, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R qui est traversée par un courant qui entre par D et qui sort par B. Donc, c'est plus R I, alors c'est le courant IA, plus R IA. D'accord? Alors, je fais passer ces termes-là à gauche. Donc, GVA moins VB plus E moins E' égale à RIA, ce qui fait que IA, c'est VA moins VB plus E moins E' sur R. C'est bon? Alors, je fais la même chose maintenant. Je vais descendre. Je fais la même chose en prenant le courant dans l'autre sens et je l'appelle IB. Alors, j'ai encore une fois mon point C ici et mon point D là. Et je vais écrire que VA moins VB, c'est VA moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VB. Et je vais écrire chacune de ces différences de potentiel. VA moins VC, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus du premier générateur, c'est-à-dire que c'est une différence de potentiel négative. Donc, c'est moins E. Plus VC moins VD, donc la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Donc, ce sera une différence de potentiel positive, donc je mets plus E', plus VD moins VB, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R qui est traversée par le courant du point B au point D. Donc, quand j'écris la loi d'Ohm, le courant, puisqu'il entre par B et qui sort par D, c'est VB moins VD qui est égal à RIB, mais moi je cherche VD moins VB. Donc VD moins VB, c'est moins RIB. C'est bon? Alors ensuite, je fais passer comme tout à l'heure ces deux termes-là à gauche. Et j'ai IB qui est égal à VA moins VB plus E moins E' divisé par moins R. Si vous comparez les deux expressions, eh bien, on voit tout de suite que le numérateur est le même et que le dénominateur, les dénominateurs sont opposés, c'est-à-dire qu'ici j'ai R et ici j'ai moins R. Donc j'ai IA est égal à moins IB. Eh bien, ça veut dire que ça n'a pas d'importance, c'est-à-dire que je peux garder la valeur du courant, mais le sens du courant, eh bien, il sera donné pour savoir lequel des deux, il faudrait faire les applications numériques pour savoir lequel des deux est positif, d'accord? Parce que ça va dépendre des valeurs de E, de E', de VA-VB. Donc, celui des deux qui sera positif, eh bien, ce sera celui-là, le vrai courant. Et donc, la valeur qu'on aura trouvée sera bonne. Et le sens du courant sera le sens de celui des deux pour lequel j'ai obtenu un courant positif. D'accord? Ça va dépendre des valeurs des différents éléments. Est-ce que c'est bien clair, cette vérification du fait qu'on obtienne les mêmes courants en module, en quelque sorte, et que le signe moins, il vous indique juste que vous n'avez pas choisi le bon sens du courant. Voilà. Alors, on va voir maintenant dans l'autre cas, si vous avez un récepteur pur dans votre branche du circuit. Alors, donc, j'ai pris un générateur, un récepteur pur et une résistance. Et je choisis dans un premier temps un courant qui entre par A et qui sort par B, c'est-à-dire que je vais avoir ce courant IA qui va traverser le récepteur pur dans ce sens
Donc, ça suppose, si le courant passe dans ce sens, ça m'impose la polarité du récepteur. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut que la borne plus soit ici et la borne moins soit là. D'accord? Alors, on y va, on fait comme tout à l'heure, on met un point C ici, un point D là. J'écris que VA moins VB, c'est VA moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VB. Alors, qu'est-ce que c'est que VA moins VC? Je vais mettre les points, hein. C est ici et B est là. D'accord? Donc, VA moins VC, eh bien, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc, c'est quelque chose de négatif. Je vais dire que c'est moins E. Le courant passant dans ce sens, eh bien, ça m'impose la polarité de mon récepteur pur. Ça veut dire que sa borne plus est ici et que sa borne moins est là pour que ce courant puisse passer dans ce sens. Et donc, VC moins VD, c'est la différence entre la borne plus et la borne moins du récepteur. C'est quelque chose de positif, donc c'est plus E. Alors ensuite, il me reste VD moins VB. Le courant entre par le point D et sort par le point B. Donc la différence de potentiel, c'est R, I, A. Alors j'écris donc, en faisant passer ces deux termes-là à gauche, GIA qui est égal à VA moins VB plus grand E moins petit e sur R. Voilà. Alors maintenant, je passe à l'autre possibilité de sens pour le courant. Je vais le faire passer du point B au point A et je vais comparer après les expressions de IA et IB. Alors, je refais la même chose. Donc, je mets un point C ici, un point D là, et j'écris que VA moins VB, c'est VA moins VC, plus VC moins VD, plus VD moins VB. Alors, si le courant passe dans ce sens, ça m'impose la polarité du récepteur. Ça veut dire que le récepteur étant toujours traversé du plus au moins, eh bien, ça veut dire que la borne plus est à droite et que la borne moins est à gauche pour que le courant puisse passer dans ce sens. Alors, j'écris donc la différence de potentiel VA moins VB. Donc, c'est VA moins VC. C'est la différence entre la borne moins et la borne plus du générateur. C'est la différence entre le potentiel de la borne moins et le potentiel de la borne plus. Donc, c'est quelque chose de négatif. Je mets que c'est moins E. Ensuite, VC moins VD, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins du récepteur et le potentiel de la borne plus du récepteur. C'est quelque chose de négatif, donc je mets moins petit e. Et enfin, VD moins VB, c'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R qui est traversée par le courant depuis B jusqu'à D, c'est-à-dire qu'il entre par B, il sort par D. Donc la loi d'Ohm me dit que VB moins VD est égal à RIB, mais comme je cherche VD moins VB, eh bien VD moins VB, ce sera moins RIB. Alors je fais passer ces termes à gauche et j'obtiens IB égale à VA moins VB plus grand E plus petit e divisé par moins R. Et quand je compare les deux, eh ben, je me rends compte que ce n'est pas pareil. J'ai les dénominateurs qui sont opposés, mais au numérateur, je n'ai pas le même numérateur comme tout à l'heure. C'est-à-dire pour que j'obtienne IA égale à moins IB, il faudrait que soit les numérateurs sont égaux et les dénominateurs sont opposés, soit l'inverse. Ici, j'ai les dénominateurs qui sont opposés, mais les numérateurs n'ont rien à voir. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que en fonction des valeurs de grand E, petit e, VA moins VB, eh bien, il faut que je regarde quel est celui des deux qui est positif et ça sera celui-là le vrai courant. Celui qui est négatif, eh bien, je peux pas en tenir compte parce que
le récepteur ne peut pas être traversé par un courant négatif. Alors, ici, donc, on constate que IA est opposé, n'est pas opposé à IB. Il n'y a aucune relation entre IA et IB. Seul le courant qu'on a trouvé positif est le vrai courant, en sens et en intensité, parce que le récepteur ne peut pas fonctionner avec un courant négatif. Voilà. Bon, eh ben on va tout de suite traiter un exemple. Alors, pour se familiariser avec l'utilisation des lois de Kirchhoff, on va commencer par un circuit dans lequel il n'y a que des générateurs réversibles et des résistances. Et on étudiera en TD le cas d'un circuit dans lequel j'ai un récepteur pur. Donc, pour commencer, on va se limiter à un circuit simple, c'est-à-dire qui ne va pas nous poser de problème de choix du courant électrique ou de remise en question de notre choix. Alors, on a le circuit, je vous ai mis l'énoncé, hein. On a ce circuit, donc un circuit dans lequel j'ai plusieurs branches, d'accord? Donc, je vais avoir plusieurs nœuds, plusieurs mailles. On va les compter tout à l'heure. Alors, dans le circuit de la figure petit a, les trois générateurs sont réversibles et la résistance R' située entre A et B est le résultat de l'association de résistance représentée en B. Alors, vous reconnaissez ici un des exercices qu'on a traité la semaine dernière dans les groupes 1 et 2. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans les autres groupes, mais soit vous l'avez déjà fait, soit vous allez le faire. Alors, donc première question, calculer la valeur de la résistance R1, sachant que la résistance équivalente, c'est 20 ohms. Ensuite, calculer les intensités des courants I1, I2 et I3 traversant les générateurs réversibles. Alors, ici, je vous ai imposé le sens des courants, d'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, dans les exercices que vous aurez à traiter, ce sera à vous de choisir le sens des courants. Alors, troisièmement, préciser quel est le fonctionnement de chaque générateur, c'est-à-dire dire, est-ce qu'il se comporte en générateur ou en récepteur. Et enfin, calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit. Alors, la première question, eh ben, elle a été traitée ou va être traitée en TD. Donc, si R' est égal à 20 ohms, eh bien, ça veut dire que R1 est égal à 16 ohms. Alors, on va maintenant passer à la deuxième question. Calculer les intensités des courants I1, I2 et I3 traversant les générateurs réversibles. Donc, mes générateurs, c'est E1, E2 et E3. D'accord? Et j'ai choisi les courants I1 qui traversent E1 de premier générateur du moins au plus, I2 qui traverse le deuxième générateur du plus au moins, et I3 qui traverse le troisième générateur du plus au moins aussi. Voilà donc je vais appliquer les lois de Kirchhoff. Alors, qu'est-ce que j'ai comme nœud? Combien y a-t-il de nœuds dans ce circuit? Bon, peu importe. Eh bien, oui, exactement, il y en a deux. Il y a celui-ci. Alors, comme j'ai déjà les points A et B, ben, je vais dire que c'est le point C. Donc, j'ai le nœud C et le nœud B. D'accord? Voici les nœuds. D'accord? C'est un point du circuit où aboutissent au minimum 3 conducteurs. Donc, le nœud C
et le nœud B. Alors, ensuite, il y a combien de mailles dans ce circuit? Très bien. Il y a 3 mailles dans le circuit. Alors, j'espère que tout le monde les voit. Les mailles, je vous rappelle qu'une maille, c'est un contour fermé qui est une succession de branches. Eh bien, vous avez la maille qui est la petite maille à gauche, la petite maille à droite, et vous avez aussi la grande maille qui fait le contour extérieur. D'accord? Donc, il y a 3 mailles. Vous avez 2 nœuds, 3 mailles. Je vous rappelle qu'on cherche, on a 3 courants à trouver. Donc, on cherche 3 équations indépendantes. Eh bien, si on écrit la loi des nœuds aux 2 nœuds, la loi des mailles pour les 3 mailles, on aurait 5 équations. Or, je n'ai besoin que de 3 équations indépendantes. Alors, on va voir quelles sont ces équations indépendantes. Alors, d'abord, loi des nœuds. Donc, on va écrire la loi des nœuds ici, au nœud que j'ai appelé C. Qu'est-ce que j'ai? Somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Quels sont les courants qui entrent ici, au point C? Eh bien, j'ai le courant I1 qui entre, j'ai le courant I2 qui sort et j'ai le courant I3 qui sort. Ça veut dire que j'ai I1 égale I2 plus I3. Ça, c'est pour le premier nœud. Je vais regarder ce qui se passe au nœud B. Au nœud B, qu'est-ce qui entre? Alors, au nœud B, eh bien, j'ai I2 qui entre, j'ai I3 qui entre et j'ai I1 qui sort. C'est-à-dire, somme des courants entrants égale à somme des courants sortants. Je vais écrire I2 plus I3 égale I1. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que c'est exactement la même équation qu'au nœud C. Or, nous, on cherche des équations indépendantes. Eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'écrire aux 2 nœuds, on va l'écrire juste au nœud, soit B, soit C. D'accord? Donc, loi des nœuds, on l'écrit une seule fois parce que quand je l'écris aux deux nœuds de mon circuit, je trouve exactement la même équation. Mais comme je cherche des équations indépendantes, je vais l'écrire une seule fois. Donc, I1 égale à I2 plus I3. Ensuite, eh ben, je vais écrire la loi des mailles le long de la maille de gauche. D'accord? Donc, je vais écrire. Alors, je vais mettre, j'ai dit que j'appelais ce point-là C. Alors, je vais dire que ici, ça sera D. D'accord? Et que là, ça sera F. Je ne vais pas utiliser E pour... bon, alors, C. Alors, j'ai A, B. Bon, je vais mettre C ici. Et puis D là. D'accord? Donc, j'écris. euh, et puis, je vais mettre F ici. C'est bon? Donc, j'écris la loi des mailles le long de cette maille. D'accord? Donc, je vais écrire, je pars d'ici par exemple. Ou, alors, je ne sais plus dans quel sens je suis allée. Alors, je vais écrire, je pars du point D et je fais le tour. D'accord? Je vais écrire VD moins VF plus VF moins VA plus VA moins VB plus VB moins VC plus VC moins VD. C'est bon, vous suivez? Alors, je vais essayer d'avoir un stylet plus fin et je vais écrire. Alors, je suis partie du point D. Hein. Alors, j'ai VD moins VF. C'est bon? Première différence de potentiel. Plus, alors, VF moins VA. Plus VA moins VB.
plus VB moins VC plus VC moins VD. Je suis partie du point D, je suis revenue au point D. Donc, j'écris que la somme de toutes ces différences de potentiel, c'est 0. C'est bon, vous suivez? Alors, VD moins VF. VD moins VF, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R qui est traversée par le courant I1 qui entre par D et qui sort par F. Donc, j'écris que c'est R. Oh, bon. Voilà. Bon. Je vais essayer d'avoir... non, c'est pas ça que je veux. Hmm. Voilà. Alors, je vous rappelle que j'avais mis alors A, B, C, D, F. Et j'en étais, je ne vais pas tout réécrire, hein. On n'est pas gâté ce matin, hein. Alors, j'ai dit A, B, C, D et F. Bon, j'essaye une dernière fois et sinon on va aller directement à l'équation, hein. Je suis désolée. Voilà. Alors, C, D et F. D'accord? Donc, VD moins VF, c'était la différence de potentiel au point de la résistance R, traversée par le courant I1 du point D au point F. Donc, j'écris que c'est R I1. D'accord? Plus R I1. VF moins VA, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus de ce générateur et sa borne moins. Donc, VF moins VA, c'est plus E2. C'est une différence de potentiel positive. Ensuite, j'ai VA moins VB, c'est la différence de potentiel au bord de la résistance R', qui est traversée par le courant I2, qui entre par A et qui sort par B, donc c'est plus R' I2. Et enfin, non, pas enfin, j'ai encore VB moins VC, qui est la différence de potentiel au bord de la résistance R. Alors attention, elle est traversée par quoi? Elle est traversée par le courant I1. Le courant I1 dans cette branche, il passe comme ça, hein. Donc, il est entré par le point B et il sort par le point C. Ça veut dire que VB moins VC, c'est plus R I1. Et enfin, VC moins VD, qui est la différence entre la borne moins, entre le potentiel de la borne moins du générateur et le potentiel de la borne plus du générateur. Cette différence de potentiel VC moins VD va être négative. Donc, c'est moins E1. Et j'écris que ça, c'est égal à 0. D'accord? Alors, après, il faut ordonner, mettre toutes les constantes à droite. Donc, je regroupe les termes, j'aurai RI1 plus RI1, donc ça fera 2 fois RI1 plus R'I2 égale à E1 moins E2. C'est bon?
Alors, je vais écrire maintenant la loi des mailles sur la maille de droite. Qu'est-ce que j'ai? Alors, je vais mettre des points supplémentaires. Je vais mettre un point G et puis H. Ça va? Et je vais dire que VF moins VG plus VG moins VH plus VH moins VB plus VB moins VA plus VA moins VF égale 0. D'accord? Je fais tout le tour dans le sens que vous voulez. Hein. Moi, je l'ai fait ici en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, mais vous pouvez tourner dans l'autre sens. Hein. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'aller d'un point et de revenir au même point. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que VF moins VG? C'est la différence de potentiel aux bornes de la résistance R qui est traversée par le courant I3. I3, il passe ici. Et le courant I3, il est entré par le point F et il va sortir de la résistance par le point G. Donc, je vais avoir VF moins VG égale à plus R I3. D'accord? Ensuite, VG moins VH, c'est la différence entre le potentiel de la borne plus et le potentiel de la borne moins. Cette différence de potentiel est positive. C'est plus E3. Ensuite, VH moins VB, c'est la différence de potentiel de borne de la résistance R qui est traversée par le courant I3, d'accord? Qui entre par H et qui sort par B. Donc, ça sera plus R I3. C'est bon? Ensuite, VB moins VA, c'est la différence de potentiel au borne de la résistance R', qui est traversée par le courant I2, qui entre par A et qui sort par B. Donc, VA moins VB est égal à R'(I2), mais moi, ce que je cherche, c'est VB moins VA, donc c'est moins R'(I2). Et enfin, VA moins VF, je suis partie du point F, là je suis revenu au point F, VA moins VF, c'est la différence entre le potentiel de la borne moins de ce générateur et le potentiel de sa borne plus. Cette différence de potentiel va être négative, donc ça sera moins E2. Et comme je suis partie du point F pour revenir au point F, la différence de potentiel, VF moins VF égale 0. C'est bon? Alors, ici aussi, je vais regrouper les termes en I3. Donc, je vais avoir 2 fois R I3 moins R' I2 égale à, je vais passer E2 et E3 à droite, ça va devenir, alors, 2 fois R I2 moins R', 2 fois R I3 moins R' I2 égale à E2 moins E3. Alors, j'ai déjà 3 équations. J'ai l'équation au nœud qui était I1 égale I2 plus I3. Et j'ai mes deux équations aux mailles. Eh bien, je vérifie, ce sont des équations indépendantes. D'accord? Je ne peux pas partir de l'une pour arriver à l'autre. Donc, je peux me contenter de ces 3 équations puisque j'ai 3 inconnues et que je n'ai besoin que de 3 équations. Ça va? Alors, vous pouvez vous amuser à écrire l'équation au maille pour le contour extérieur et vous allez trouver une équation qui va dépendre des deux autres. C'est-à-dire que quand j'aurai écrit, si je pars de ce point D et que je fais le tour par le contour extérieur, je reviens au point D, eh bien, l'équation que je vais trouver, ça sera une combinaison de ces deux équations. C'est bon? Alors, on reviendra à cette notion d'équation indépendante une autre fois. Alors, je vais juste, juste une petite minute pour revenir, pour vous montrer ce qu'on vient d'écrire. D'accord? Donc, j'ai écrit la loi des mailles, la loi des nœuds, la loi des mailles pour les deux petites mailles, et en regroupant les termes
En I1, I2, I3, voilà les équations qu'on avait trouvées. Deux fois RI1 plus R'I2 égale E1 moins E2. Et deux fois RI3 moins R'I2 égale à E2 moins E3. Et on finira ça la prochaine fois. Voilà. Donc on s'est arrêté là, vous vous rappellerez. Voilà, ben c'est fini. J'arrête l'enregistrement.